Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut, c'est Gauthier. Cet épisode est la deuxième partie de ma discussion avec Audrey. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie où nous abordons ses débuts de designer et de son parcours qui l'a amené à se spécialiser dans l'atomic design et dans les design systems, vous pouvez retrouver le lien directement dans la description de cet épisode. Maintenant, place à la deuxième partie. Tu es désormais Product Design Director chez Open Classroom depuis mars 2020. Pour ceux qui ne connaissent pas Open Classroom, c'est une école en ligne offrant des parcours diplômants et professionnalisants. La plateforme existe depuis 1999. Oui. C'est un vieux site, parce qu'à l'époque, ça s'appelait le site du zéro. Exactement. Et ça a changé de nom pour Open Classroom en 2013. Et pourquoi avoir choisi Open Classroom plus que n'importe quelle autre entreprise ? Alors, je t'avoue que du coup, quand j'ai voulu faire ce changement de carrière, de me dire, je vais déjà passer de cette expertise design system à autre chose, et puis d'un rôle de designer en agence à carrément un produit, c'était quand même un gros switch. Je me suis beaucoup posé de questions. J'ai rencontré beaucoup de produits. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai pas mal exploré en fait ce qui pouvait m'être proposé. Ce que je savais, c'était que je voulais trouver une bonne maturité en design. Parce que ce que je voulais pas, c'était reprendre tout à zéro en me disant je vais recommencer à faire déjà, avant de pouvoir faire mon travail, 1 an d'évangélisation, chose que que j'avais envie de quitter aussi. Donc, moi, je voulais aller à l'étape d'après. Donc, déjà, un de mes premiers critères, c'était, je veux qu'il y ait une bonne maturité en design. Je veux pas avoir, moi, à tout rappeler, déjà rien que à quoi sert, la user research, à quoi sert le design, la valeur du design, etc. Et même le design system, je voulais pas avoir non plus à l'évangéliser. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé quand j'ai fait mes entretiens chez Open Classrooms. Il se trouve que donc mon manager, c'est le CTO et que il avait quand même déjà une équipe avec 5 product designers, 2 UX writers que lui gérait en direct. Et il cherchait la personne qui allait manager cette équipe-là. Voilà, quand je parlais avec lui, on était totalement alignés. Enfin, lui, il est totalement conscient de tout ce qui va toucher à l'utilisateur. Et donc c'est ça moi qui m'a séduit. Ensuite il y avait ce qui était la deuxième chose qui était très importante pour moi, c'était le produit en lui-même. C'est-à-dire, je pense que c'est la crise de la quarantaine qui arrive bientôt. Mais on est un peu tous dans ce cas-là. On arrive à un moment de notre carrière où on dit ok, j'ai fait de l'agence, je travaillais pour des banques, je travaillais pour plein de choses. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler dans un projet qui a du sens pour moi, en me disant c'est cohérent avec mes valeurs. Donc il y a pas mal de produits que j'ai refusés parce que c'était soit des choses justement, pourtant moi en bancaire j'avais acquis une sacrée expertise parce que j'ai travaillé vraiment pour énormément de banques, mais encore une fois je me dis j'avais pas envie de me reposer sur cette expertise là, j'avais envie de tester autre chose. Et donc là encore une fois, là pour le coup sur la mission et le projet, je pense que il y avait pas photo. Éducation, formation. Moi, j'ai toujours adoré former. J'ai toujours adoré moi apprendre des autres, et j'ai toujours adoré apprendre aux autres. Donc ça, il y avait pas de sujet là-dessus. C'était évident que c'était en cohérence avec qui j'étais et avec ce que j'avais envie de faire. J'aurais pu trouver un truc, par exemple, aussi sur tout ce qui est développement durable, récup, etc., parce que c'est des choses aussi sur lesquelles je suis assez sensible. Mais voilà, là, en tout cas, le côté éducation me plaisait énormément. Et puis voilà, après, je pense que c'était mes 2 gros critères. Super. Avant qu'on parle un peu de tes missions et de ce que tu fais aujourd'hui de ton équipe, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien vous êtes chez Open Classroom, ou dans combien de pays vous opérez, combien vous avez de clients, combien vous avez de produits sur Open Classroom? C'est plein de questions, je pourrais te les répéter après. Ouais, j'ai peut-être pas toutes les réponses, mais aujourd'hui, donc,
combien on est chez Open Classrooms. On est, je pense, entre 230 et 250. Je t'avoue que j'ai perdu un peu la notion du chiffre parce que ça grossit énormément. C'est-à-dire que ça, par contre, je m'y attendais pas forcément. Je suis arrivée dans une boîte, mais en gros scaling. Et je pense qu'en fait, le Covid et tout ce qui s'est passé n'est pas non plus totalement étranger. C'est-à-dire que forcément, il y a eu un gros boom de l'éducation en ligne, avec on s'est tous re-questionnés sur les pratiques. Et là où parfois la distance pouvait paraître peu pertinente et c'est non, mais pour certaines choses, faut absolument être en présentiel, etc. On a bien vu là qu'en fait, ça marche. Et donc du coup, je pense que ça forcément, voilà, il y a pas que ça. Hein. Je pense que Open Classrooms était déjà sur une pente vraiment très montante, mais ça a donné là, un coup de boost. Ça a donné un gros coup de boost. Et donc là, du coup, on est vraiment en gros scaling avec ce que ça apporte, c'est-à-dire de choses passionnantes, mais aussi de challenge, hein, de Bien comment sûr. tu fais grossir autant une entreprise et donc moi à mon échelle une équipe. Ton équipe. Donc ça, c'est pour le nombre de personnes. Vous opérez dans combien de pays? Vous êtes disponible dans... Alors en fait, on est disponible partout. Simplement, il faut savoir que les formations sont juste en français et en anglais. Donc ça peut être, tu peux étudier en fait de là où tu veux, mais les langues sont en français, en anglais, et les diplômes qu'on va acquérir sont plutôt des diplômes français. Et tu as aussi des diplômes qui sont reconnus, diplômes américains. Je sais pas trop si on me dit américain, mais voilà, il y a des, on est en train de se faire accréditer. Je sais pas si c'est le bon mot, pour avoir des diplômes dans d'autres pays. D'accord. Aujourd'hui, on a quand même un focus sur la France. Ok. Et en faisant ma recherche, j'ai découvert, parce que Open Classroom, je connaissais déjà à l'époque du site du Zéro, c'était très orienté personnel. Enfin, je pouvais chercher un cours et en trouver un. J'ai vu que maintenant, vous aviez aussi la possibilité de le faire pour des entreprises, pour qu'elles forment leurs équipes. Quels sont les différents produits qui composent l'offre d'Open Classroom pour bien comprendre comment vous êtes segmenté? Yes. Donc effectivement, aujourd'hui, donc en fait à la base c'était des cours gratuits. C'est parti de ça avec le site du Zéro et avec la volonté de Mathieu Nebra de rendre l'éducation accessible en mettant en ligne des cours pour que tout le monde puisse apprendre à coder, notamment puisqu'il était parti de là. Et puis effectivement, le business model a évolué ces dernières années. Et donc là, on se retrouve avec donc les cours gratuits, toujours évidemment. Ensuite, on a ce qu'on appelle des parcours. Donc c'est des formations longues qui vont permettre à des personnes d'avoir carrément un diplôme à la clé. Donc là, les cours gratuits vont juste devenir un appui pour faire cette formation. Mais ce qui va être vraiment important, c'est la formation en elle-même. Donc on va tout baser sur la pratique, c'est-à-dire que justement, on va éviter d'être dans la théorie et on va vraiment baser tout sur des projets très concrets que les personnes vont devoir faire et vont devoir valider au fur et à mesure jusqu'à avoir leur diplôme final. Et l'autre pan de l'offre maintenant, c'est aussi pour les entreprises, effectivement. Donc des grosses entreprises vont pouvoir former, donc que ce soit sur de l'évolution de carrière ou carrément du changement de carrière, ce qu'on va appeler du reskilling, pour justement absorber aussi la transformation digitale, parce que voilà, on sait que ces gros groupes qui sont en transformation, il faut aussi que de temps en temps ils puissent former leurs salariés à des nouvelles technologies ou à au digital ou à ce qu'on appelle nous les métiers en tension, c'est-à-dire des métiers sur lesquels on va avoir les entreprises vont souvent avoir du mal à embaucher. Donc une des options qui peuvent s'offrir à eux, c'est justement de reformer leurs employés, par exemple sur des problématiques de data ou des choses comme ça, pour pouvoir continuer à faire en sorte que ces personnes évoluent dans leur carrière. Ok, très clair. J'imagine que vous avez aussi toute une partie pour les mentors ou pour qu'ils mettent en ligne leurs cours. Alors en fait, les mentors ne mettent pas en ligne leurs cours. Aujourd'hui, chez Open Classroom, ça c'est aussi une spécificité qui est intéressante, c'est que tous les cours sont faits in-house. Donc les cours sont faits avec des experts. Donc bien sûr, certains des experts sont aussi nos mentors, hein, mais tous les mentors ne mettent pas des cours en ligne. C'est-à-dire que les cours sont créés par des learning designers. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant quand je suis arrivée justement.
Je savais pas tellement à quoi m'attendre. C'était pas un monde que je connaissais très très bien. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, moi, mon équipe, l'équipe Product Design, en fait, elle fait le contenant. Elle fait l'interface qui va permettre aux utilisateurs de prendre rendez-vous avec un mentor, d'avoir leur diplôme ensuite à la fin envoyé, toutes les interactions qui vont être faites entre les étudiants, les mentors, la plateforme, etc. Et à côté de ça, on a une autre équipe qui s'appelle l'équipe Learning et qui, elle, design les cours. Ça, c'est super intéressant. Ils nous ont fait justement une présentation de leur process de design aujourd'hui, comment ils mettent en place un cours avec les experts, comment ils cherchent les bons projets pour acquérir les bonnes compétences nécessaires à ce métier, etc. Donc ça, c'est super passionnant. Et ce qui est encore plus passionnant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire des ponts entre nos équipes. Parce que eux, ce qu'ils aimeraient, c'est tourner encore plus la conception de cours d'une manière user-centrique. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la Learning Design Experience, où en fait, on va faire une combinaison de Learning Design et de l'UX. Et donc, du coup, on va se dire comment on construit des cours pour être sûr de répondre aux besoins utilisateurs, pour être sûr que ce soit clair, fluide. Et donc, c'est super, super intéressant. Ça, c'est vraiment c'est tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau. On est en train de créer les ponts avec cette équipe et c'est passionnant. Donc, on se donne rendez-vous dans un an pour voir comment ça évolue. Carrément. On aura plein de choses à dire sur la Learning Design Experience. Super. Si on en revient à toi, tu es Product Design Director. Concrètement, quel est ton rôle? Quelles sont tes missions? Qu'est-ce que tu dois faire avec ton équipe chez Open Classroom? Aujourd'hui, du coup, c'est beaucoup du management d'équipe et de l'organisation. Donc, c'est vrai que du coup, moi qui étais déjà très process, organisation, etc., du coup, maintenant, je peux l'appliquer. Mais je peux l'appliquer à plus grosse échelle que juste un design system. C'est-à-dire que ça va être vraiment à l'échelle de l'équipe et ça va toucher des composantes qui ne sont pas que design, en fait, mais qui peuvent être aussi organisationnelles, qui peuvent être aussi bien-être, faire en sorte que les designers se sentent bien, qu'ils progressent, qu'ils aient l'impression toujours d'apprendre des choses. Et ça, en fait, ça se rapproche pas mal. C'est marrant parce que il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur le rôle du design ops. Et c'était quelque chose aussi que je m'étais posé comme question, tu vois. Est-ce que moi, mon futur rôle, ce serait d'être design ops, etc. Et en fait, on se rend compte qu'entre les fonctions d'un design ops et les fonctions d'un product design director ou d'un head of, tu vas avoir des choses en fait qui sont très très proches. Donc c'est ça va être comment tu mets en place les bons process, les bons outils, comment tu fais en sorte que ce soit fluide, que ça roule, qu'il y ait pas de frein ou qu'il y ait pas de points bloquants dans la conception. Tu fais en sorte aussi que la qualité soit au rendez-vous. Donc c'est ça, c'est qualité, efficacité, productivité et en même temps bien-être des équipes pour qu'elles soient dans un environnement sain. Finalement, tu retrouves un peu les rôles que tu décrivais tout à l'heure de facilitation entre les designers et aussi de career manager pour les aider. Totalement. Ça, c'est vrai que ça fait totalement sens par rapport aux choses que j'ai faites avant. Ce qui est intéressant là, c'est que quand j'étais career manager, donc j'avais des personnes avec qui je travaillais pas vraiment. Je les suivais vraiment sur leur évolution de carrière. Que là, c'est vraiment mon équipe. Donc je vois tout ce qu'ils font. Je suis fière quand il y a un nouveau projet qui sort et tu vois, je les accompagne, mais je suis beaucoup plus près et je colle beaucoup plus à la réalité de ce qu'ils font au quotidien, de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc ça, c'est assez intéressant. Je comprends. Et avant qu'on aille plus loin, est-ce que tout à l'heure, tu disais qu'à ton arrivée, il y avait 2 UX designers et un UX writer, c'est ça? Non, il y avait 5 product designers quand je suis arrivée et 2 UX writers. C'est une sacrée belle équipe déjà. C'était déjà une sacrée belle équipe. Moi, et qui est en train de grossir encore. Donc, et justement, aujourd'hui, vous êtes combien du coup? Il y a toujours 5 product designers, 2 UX writers, mais on a un poste d'UX writer ouvert. Donc, l'année prochaine, on sera 3. Et j'ai un nouveau product designer qui arrive en janvier et encore un poste ouvert en product design spécialisé en interaction design. J'ai vu tout ça et du coup, j'ai plein de questions à te poser là-dessus parce que je trouve que ton équipe, elle est composée d'une façon très différente
d'autres équipes. Je m'explique. Il y a des product designers, jusque-là, tout va bien. Il y a 2 UX writers et vous en recrutez une troisième. Enfin, un ou une troisième, pardon. C'est très peu commun d'avoir autant d'UX writers pour aussi peu de product designers. Je sais. C'est une chance. J'arrête pas de le dire à tout le monde. Et ça, du coup, c'était déjà la composition. Là, je vais rendre à Romain ce qui est à Romain. C'est-à-dire que c'était déjà la composition quand je suis arrivée, puisque lui avait déjà lancé ces embauches-là. Et en fait, elles sont arrivées quasiment en même temps que moi, les 2 UX writers. Et donc ça, pour moi, c'est signe de maturité aussi de l'équipe. Ça veut dire qu'ils sont déjà arrivés à un moment où ils se disent, OK, on sait qu'on a besoin de UX writer. Et aujourd'hui, elles ont énormément de choses à faire. Dans le sens justement, j'aimerais bien comprendre parce qu'on en parlait avec Sophie et avec Camille dans différents podcasts sur l'UX Writing, et dans les équipes où elles se sont retrouvées, elles étaient donc soit très seules, soit ça se mettait en place petit à petit. Et là, j'aimerais bien comprendre comment ça se fait qu'il y ait autant d'UX Writers, donc autant, je pense 2 et bientôt 3 dans votre équipe. Et ben ça justement, c'est qu'en fait, il y avait déjà eu donc ça c'était avant que j'arrive, mais il y avait déjà eu un test d'embauche du X-Writer avant, peut-être un an avant. Et la personne était seule et ça s'était pas bien passé. Et en fait, ça a été un peu un premier échec d'embauche du X-Writer où en fait, je pense que le scope était pas bien défini et c'était très très difficile pour cette personne de s'intégrer, de comprendre à quel moment du process elles étaient arrivées, etc. Elle devait arriver. Et là, le fait qu'aujourd'hui elles soient 2, ça les aide vachement déjà à construire ensemble les process. Moi, j'essaie de les accompagner aussi là-dessus. Il y a tout à construire. Ce qui est bien, c'est que tout le monde est persuadé de la valeur d'avoir des UX writers. Par contre, pour dire ouais, mais du coup, c'est quoi leur scope, sur quoi elles interviennent, est-ce qu'elles doivent intervenir sur tous les projets des squads ou pas, à quel moment du projet elles doivent intervenir en fonction du type de projet, ça, tout est à construire. Et le fait qu'elles soient 2, c'est quand même, je pense, à la fois plus motivant pour elles. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a une UX writer francophone et une UX writer anglophone. Donc c'est aussi pour ça qu'elles sont 2. C'est pour avoir une French native et une English native. Elles parlent toutes les 2. Voilà, la French native parle un peu anglais, l'English native parle français. Mais n'empêche que du coup, elles sont très complémentaires, au moins déjà sur la langue. Et donc oui, c'est vrai que c'est peu commun. Et moi, j'ai trouvé ça aussi très intéressant d'arriver dans une équipe comme ça. Et l'autre chose que j'ai trouvé très intéressante quand je suis arrivée dans l'équipe, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, avant, ils avaient des rôles UX/UI séparés. Et très peu de temps avant que j'arrive, ils sont passés au rôle de product designer, où on se dit, ouais, mais du coup, je dois faire ma feature de A à Z, etc. Et donc, je me retrouve avec une équipe où ils sont tous product designers dans le titre, mais en vrai, il y en a certains qui vont avoir des compétences beaucoup plus marquées sur un des domaines du product design. Donc, j'en ai un, par exemple, il va être beaucoup plus à l'aise sur tout ce qui est phase de user research. J'en ai un, il est très bon en conception, il est très bon en animation de workshop. J'en ai une, elle est passionnée design system, donc c'est elle qui va être un peu honneur du design system. J'en ai un qui est en UI, très bon en visual design, ancien directeur artistique. C'est pour ça aujourd'hui que je cherche aussi un product designer avec une spécialité interaction design. C'est qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, c'est trop bien, j'ai une équipe qui a plein de compétences et en fait, ils vont pouvoir s'apporter les uns les autres. Et donc, le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivée, c'est que j'ai mis en place des sessions de training. J'ai fait un tableau dans lequel il y avait écrit « Je peux enseigner, je veux apprendre ». Voilà. Ils ont chacun rempli ce tableau. Et ensuite, j'ai mis en place des petites sessions de training. Donc là, il y en a à peu près 1 à 2 par mois, où un product designer, peu importe d'ailleurs sa seniorité, va pouvoir apprendre ou parler d'un sujet aux autres, et donc les faire monter en compétences sur le sujet que lui va maîtriser le mieux. Donc ça, je trouve ça génial. Je les mets aussi beaucoup en pair design. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, je vais avoir 2 designers aujourd'hui, celui qui est très, très bon en user research et puis celui qui est très, très bon en UI design. Du coup, sur leur sujet, en plus, ils ont des squads qui sont assez complémentaires tous les 2. Ils vont souvent travailler ensemble. Et donc, il y a une phase dans laquelle l'un va supporter l'autre. Et puis ensuite, quand on va passer à la phase UI, c'est l'autre qui va un petit peu venir aider le premier. Et je trouve ça super vertueux, en fait, comme organisation. Je pense que ça leur plaît aussi. Ça se matérialise comment ? Est-ce qu'ils sont l'un à côté de l'autre à designer en même temps, faire de la recherche en même temps, ou c'est plus un qui va faire de la recherche
et après qui va donner ça au UI designer, Non, entre bah guillemets. non, justement, ça c'est ce qu'on veut éviter parce que le problème c'est que si tu fais ça, bah tu repars dans du coup tu as celui qui va faire l'UX et puis après il va filer à l'autre qui va faire l'UI. Donc non, en fait, chacun est owner de sa feature dans sa squad D'accord. et c'est juste qu'en fait, ils vont avoir des points de synchronisation où il va dire bah OK, là je suis en train d'écrire mon interview. Bah tiens, Mathieu, est-ce que tu peux venir m'aider ou revoir mon interview, me dire si c'est bon, si tu penses que les questions sont pertinentes, est-ce que j'ai trop de questions ouvertes, est-ce que enfin, peu importe, mais tu vois, ça va être vraiment ça, c'est-à-dire que ils sont honneurs, c'est eux qui font le truc de A à Z, mais par contre ils savent qu'ils peuvent faire appel un peu à leur petit joker ou voilà, et moi je les encourage énormément à faire ça. Euh, pour monter en compétences. Donc, en plus, comme on est sur Figma, par exemple, sur l'UI design, ça va se matérialiser par, ils vont tous les deux se mettre à distance, hein, puisque là, on est tous à distance. Tous les deux se mettent à distance sur le Figma. Et puis, celui qui est un peu plus bon en UI ou en visual, il va challenger, il va dire, mais là, est-ce que tu as essayé de faire comme ci? Est-ce que tu as essayé de faire comme ça? Ils vont passer une heure ou deux en fonction du besoin à faire le truc ensemble, quoi. D'accord, c'est très intéressant de voir qu'en fait, tu as des profils qui sont très hétérogènes et que tu essayes de tous les faire monter en compétence justement sur les parties où ils sont pas. Bah ouais, parce qu'après voilà, si je voyais que ça les intéressait pas et qu'il y en a un qui me dit mais moi en fait j'en ai rien à faire de ça, mais aujourd'hui non, ils ont tous l'envie. Moi j'ai toujours parti du principe que moi j'aime apprendre et puis les gens dans mon équipe, enfin s'ils sont chez Open Classrooms, c'est qu'ils aiment apprendre aussi. Donc pour moi ça faisait totalement sens que bah voilà qu'on infuse aussi ce côté learning et ce côté apprentissage dans l'équipe. Donc maintenant on a carrément créé un truc qui s'appelle la Product Design Academy. Et c'est même remonté au niveau de la tech, la Tech Academy. Et donc les front-end font pareil, les back-end font pareil, et on met à disposition sur notre Notion tous les petits workshops ou les petits trainings qui ont été faits pour que d'autres puissent les regarder. Et plus ça va, plus aussi on ouvre nos trainings, c'est-à-dire que si par exemple c'est un training très expert, ça va rester fermé à l'équipe product design, mais par contre si c'est un training, moi j'en ai fait un sur la conception par composant, ben j'ai invité les développeurs, j'ai invité les fronts. Et donc du coup comme ça, on va même aller jusqu'à du partage cross équipe. C'est hyper intéressant et je trouve que c'est une très bonne chose à prendre pour faire monter ces équipes. Et moi, je le vois, il y a aussi pas mal de choses où expliquer un peu quel est le rôle du designer auprès des fronts pour que eux comprennent qu'est-ce que c'est. Je l'ai déjà vu, enfin, je raconte un peu ma vie, mais j'ai déjà eu ces problèmes-là avec des designers où tu dois expliquer ce que c'est qu'un design system, où ils sont pas très chauds, et en fait, une fois que tu leur as expliqué comment ça fonctionne, quel est le bénéfice pour eux, bah, ils percutent tout de suite et donc ils sont hyper motivés. Et je trouve ça très intéressant de faire monter ton équipe de cette façon-là et de faire monter toutes les autres équipes comme ça. J'imagine que c'est un peu l'ADN d'Open Classroom de toute façon. Oui, voilà, enfin moi je me suis dit c'est l'ADN, donc pour moi ça faisait sens qu'on le fasse. Donc oui, et ils sont aussi en train de mettre en place un truc où on va pouvoir se servir de la plateforme qu'on donne aux entreprises. Tu sais, la fameuse offre dont je te parlais pour les entreprises. Et on va, nous, l'utiliser en tant qu'entreprise, Open Classrooms. Et donc, moi, en tant que manager d'équipe, je vais pouvoir attribuer des formations à certains, vérifier où ils en sont de leur formation. Et donc ça aussi, je trouve ça super. C'est un peu le principe du dog fooding là. Oui, où tu testes toi-même ton produit. Tu testes toi-même ton produit, bah c'est hyper important de le faire. Donc chouette. Si on reste encore dans tout ce qui est faire monter les équipes, le travail d'équipe ensemble, tu en as parlé au début de la discussion de tout ce qui est design review, design critique. Comment ça se matérialise chez vous? Donc il y a du pair designing. Pair design. Un channel Slack qui s'appelle Design Feedback sur lequel un designer peut mettre une problématique sur laquelle il est et dire donc ça va être soit regardez j'ai fait test A, test B, test C, il rappelle un tout petit peu le contexte et il dit qu'est-ce que vous en pensez, ou alors je suis bloqué là-dessus, ou voilà, il peut demander un peu l'aide des autres, puis là c'est en fonction de qui a le temps ils répondent. La design critique c'est les vendredis, ça dure 1 heure, on essaye d'avoir un quart d'heure, 20 minutes par designer, pareil pour exposer une problématique mais qui du coup est plus intéressante à traiter en séance que via un channel Slack.
Comment tu détermines qu'est-ce que c'est C'est eux qui déterminent en fait. Et il y a des choses des fois qu'on traite en design critique, mais qui auraient pu être traitées sur le channel. Ça dépend un peu du temps qu'ils ont, de la quantité de réponses qu'ils veulent aussi, parce que sur le channel, souvent il y avoir un designer ou deux qui vont répondre, alors qu'à la design critique, ils ont tous les designers. Donc tu vois, ça dépend un peu de ça. Les UX writers interviennent aussi dans les UX writers sont toujours avec nous. Elles peuvent aussi présenter leur sujet. Elles peuvent demander du feedback. D'ailleurs, elles en demandent régulièrement à l'équipe. Donc oui, elles participent. Elles sont vraiment intégrées dans la team. Très bien. Donc il y a ça. Et le dernier truc que je suis en train de mettre en place là, c'est les design reviews, qui sont pas encore systématiques, mais que j'aimerais systématiser. Et donc là, ça va plus loin qu'une design critique ou un design feedback, c'est-à-dire que c'est vraiment un designer qui prend 1 heure ou 2 heures pour aller review tout le document, tout le Figma d'un autre designer avant qu'il passe en commitment, parce qu'on a des étapes qu'on appelle les commitments, c'est où on commit avec la squad sur ce qui a été fait, et la squad dit OK, c'est bien ça qu'on va développer. On est d'accord avec ça. Donc avant le commitment, là maintenant on va mettre en place un process pour que chaque designer puisse avoir une review d'un autre, mais pas juste je t'ai donné mon avis sur 2 écrans. Vraiment, je suis repassée sur l'ensemble de ton flow, je suis passée sur l'ensemble de tes écrans, et puis avoir un deuxième regard, pouvoir un peu challenger. Est-ce que tu as bien pensé au responsive, est-ce que tu as bien pensé à ci, est-ce que tu as bien pensé à ça. Une vraie review, un peu comme peuvent le faire les développeurs au moment de mettre en ligne leur code, où ils se font review l'intégralité du code et qu'ils se font tout questionner, remettre en question si besoin. Totalement. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que du coup, comme je fais partie de l'équipe tech, ça, je sais pas si je l'ai déjà dit. Ouais, tu t'as dit que le CTO était ton responsable. Ouais, mais moi, ça m'a interpellée au départ. Quand je suis arrivée et que je me suis dit, mais en fait, moi, je suis rattachée à la tech et il y a une autre équipe produit dans laquelle il n'y a pas le product design. J'ai trouvé, mais même si on fait partie quand même tout en haut, on a le même manager tous, mais nous, on est quand même rattachés à l'équipe tech, donc avec les backs, les fronts et la QA. Et donc, j'ai trouvé ça original, comme tu dis, parce que moi, j'avais jamais vu ça. Et en fait, aujourd'hui, je vois à quel point c'est intéressant de pouvoir partager justement des problématiques avec les autres tech leads qui sont plus, eux, des managers de développeurs. Et donc, c'est comme ça que viennent ces problématiques-là. Enfin, ces problématiques, plutôt ces solutions-là. C'est que moi, mon manager, il va dire, demande à Solveig ou demande à Nicolas comment ils font pour faire de la review en code. Donc, moi, je leur demande comment eux, ils font. Et puis, je me dis, mais en fait, ça, OK, ça s'adapte à moi. Ça, par contre, non, parce que nous, on fonctionne pas pareil. Et hop, ensuite, moi, je l'adapte et j'en fais un process pour mon équipe. C'est très très intéressant. Mais du coup, comment tu fais là, j'en viens un peu sur l'organisation des équipes. Comment tu travailles avec le produit, puisque c'est une équipe extérieure à la tienne? Comment se passe la relation? Parce que j'imagine que vous avez des feature teams. Ça m'intrigue beaucoup de comprendre ce fonctionnement-là qui est pas banal. On est quand même organisé en squad, donc en vrai ça change absolument rien. On a par squad PM, back, QA, product designer. On a les UX writers qui sont en transverse sur plusieurs squads. Et donc le binôme se passe comme dans d'autres équipes. Ils sont hyper proches, ils travaillent ensemble, ils définissent le besoin, etc. Ouais, ça pose pas vraiment de souci en fait. J'ai envie de dire, de toute façon, faut faire le pont et avec les PM et avec les développeurs. Forcément, le fait de faire partie de la même équipe facilite un peu le côté dev. Il y a un peu plus de travail pour faire de la bonne synchronisation avec le côté PM, mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, il faut faire le pont avec les deux. Bien sûr. Et puis au-dessus, comme je te disais, on a une personne qui est manager à la fois de l'équipe produit avec les PM, de toute la tech et de toute l'équipe learning, donc toute l'équipe qui fait vraiment le contenu des cours. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que là, c'est là où ça nous rassemble tous, où on fait certaines réunions tous ensemble, où moi je peux faire les ponts avec les autres équipes, donc ça marche plutôt bien. Ça marche. Si on en revient à ton équipe, tu as vraiment parlé de tout ce qui est les faire monter en compétences, comment ils se challengent entre eux, comment ils se font évoluer, qui est hyper intéressant. En préparant cette émission, quand on avait discuté, tu m'avais dit que chez Open Classroom, tous les salaires sont indexés sur une grille qui est la même pour tous les salariés. Ouais. Et qu'en arrivant, tu as dû faire cette grille pour les designers.
J'aimerais bien comprendre comment justement tu fais une grille pour expliquer ce que c'est qu'un bon designer, quelles sont les compétences que doit avoir un designer, comment tu mesures ça, parce que c'est plutôt Ouais, ça intangible. c'était hyper intéressant. Ça m'a pris pas mal pas mal de temps et je pense que c'est pas encore fini. Je vais encore la retravailler fin d'année. Je vais encore la retravailler l'année prochaine, c'est sûr. Ça va évoluer. Ce qui était super intéressant, c'est qu'en fait, comme Open Classrooms, le cœur de métier, c'est de construire des cours. Ils ont déjà un framework sur comment en fait on détermine des compétences pour un métier. Ça, c'est quelque chose que eux ils font tous les jours. Donc moi, je me suis appuyée sur sur la façon dont ils l'avaient déjà fait. Pour d'autres métiers et en fait il y a un process qui est assez intéressant que j'ai fait pour le l'UX writing parce que pour le product design ils avaient quand même déjà bien commencé, j'ai surtout amélioré mais pour l'UX writing je partais vraiment de zéro et donc en fait le process c'est que c'est la première chose c'est tu envoies un questionnaire à mes UX writers, mais je l'ai aussi envoyé à des UX writers externes. Et tu leur demandes quelles sont pour eux les 5-6 compétences clés d'un UX writer, et puis les soft skills aussi, je crois, et les outils, méthodes à maîtriser. D'accord. Et ensuite, tu prends les résultats de ce questionnaire et je les ai mis dans un outil qui s'appelle Optimal Workshop, qui sert à faire du card sorting. Et donc, D'accord. j'ai pris les choses qui étaient le plus souvent remontées. Et ensuite, j'ai fait faire un petit atelier, pareil encore aux UX writers pour que, et même aux product designers devaient le faire aussi, pour essayer de recatégoriser ces micro-compétences en plus macro-compétences. Et donc, ça nous a donné une grille de compétences dans laquelle on a pu remettre tout ça un peu plus au propre. Et donc, tu vois, par exemple, sur le product design, on est venu sur des gros blocs de compétences comme la user research, l'UX design, l'UI design, le prototyping. Et ensuite, pour chacun de ces gros blocs, on met en dessous un niveau enfin, c'est même pas de la micro-compétence parce que ça reste encore des assez grandes sections où on se dit, voilà, est-ce qu'il est capable de mapper un flow, de faire les user scénarios, est-ce qu'il est capable de déterminer quel type de recherche pour quel type d'output. Et donc voilà, donc moi j'ai un gros tableau comme ça. J'aimerais un jour le diffuser, en faire peut-être un article dessus, et j'attends que ce soit un peu plus solide, surtout sur l'X Writing où c'est encore un peu jeune. Mais en tout cas, voilà, ils ont chacun ce tableau-là. Et puis ensuite, ils doivent chacun s'évaluer sur les différents critères en disant ce qu'ils estiment qu'ils sont skilled, donc unskilled, semi-skilled, skilled ou highly skilled. Et autre chose que je leur ai fait faire, qui était super intéressant, qu'ils ont beaucoup aimé, c'est qu'ensuite je leur ai fait faire des workshops en binôme. Donc je leur ai fait remplir ce tableau-là eux tout seuls. Et ensuite, j'aurais fait faire des workshops en binôme où ils devaient placer l'autre qui était avec eux. Donc voilà, ils étaient deux et ils devaient dire, ils avaient le petit tableau où ils devaient dire, moi je pense que lui, il se situe ici sur l'échelle pour cette compétence-là. Je l'ai fait par gros blocs de compétences, user research, UX design, UI design. Et ensuite, on a agrégé. Et ça nous a donné un tableau où on a du coup tous les niveaux de chaque product designer en disant, voilà, on sait que lui, il est vraiment highly skilled là-dessus. Lui, par contre, il est semi-skilled. Voilà ce qu'il a besoin de travailler pour atteindre les niveaux des autres. Ça leur permet de se comparer les uns aux autres. Et puis, évidemment, tout ce travail-là, ça aide ensuite à définir les grilles de salaire. Mais bon, moi, quand je suis arrivée, ils étaient déjà placés sur la grille. Donc, c'est juste, moi, j'ai vérifié qu'elle était cohérente par rapport au marché. Et là, par rapport à la fin d'année, on va voir est-ce qu'il y a des ajustements à faire en fonction des nouveaux arrivés, en fonction aussi des progrès des uns et des autres. Mais c'est vrai que c'est un sacré travail. On entend toujours parler des transparences des salaires et des grilles transparentes, et je pensais pas que pour les managers c'était un tel pas casse-tête, mais je veux dire, ça veut dire qu'en fait, faut pouvoir tout justifier, faut rentrer vraiment dans la compétence fine. Qu'est-ce que ça veut dire de maîtriser tel truc, pourquoi un tel est plus en avance qu'un autre, l'importance aussi des soft skills, parce que tu vas avoir des personnes qui, donc, pour ceux qui savent pas, tu as vraiment les hard skills, c'est les compétences techniques. Et puis les soft skills, c'est les compétences plutôt comportementales. Ça peut être, tu vois, la créativité, la capacité à communiquer, toutes ces choses-là. Le fait de manager bien ton temps. Donc toutes ces, enfin, c'est vraiment la combinaison des deux qui fait que quelqu'un va être plus senior qu'un autre. Tu vas peut-être en avoir un qui en hard skill va être un peu en dessous,
Et en fait, en soft skills, qui sont très très importantes aussi, il va être beaucoup plus dans le, comment dire, ça va être plus fluide, il va être beaucoup plus, il va pouvoir gérer les stakeholders de façon plus posée, avec plus de seniorité. Donc, enfin, c'est intéressant, mais c'est pas facile comme exercice. Ouais, je l'ai fait aussi. C'est très très compliqué de déterminer un peu ce sur quoi tu dois être bon ou pas et comment le matérialiser. Mais j'imagine en plus que ces grilles t'aident toi pour définir les profils que tu souhaites recruter par la suite et pour savoir où vous voulez aller. Oui, c'est ça qui nous a permis d'ailleurs de voir qu'en prototyping et tout ce qui était vraiment interaction design et penser le design de manière un peu plus dynamique, interactive, plus dynamique, bah, c'était quelque chose dans lequel on avait peut-être un petit trou dans la raquette sur l'équipe. Donc c'est effectivement ce qui a motivé le nouveau recrutement. Je suis assez impressionné par la façon dont travaille ton équipe, qui est vraiment dans l'apprentissage, dans l'entraide, dans la responsabilité de chaque personne dans ton équipe, et également de chacun à son domaine d'expertise qui fait grandir les autres. Je trouve ça assez original et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas trop vu dans les autres personnes avec qui j'ai discuté, parce que généralement c'est des rôles product designer qui doit à peu près savoir tout faire, l'UX researcher qui fait que de la recherche, UX writer qui fait que de l'écriture, et encore ça c'est un peu le cas dans ton équipe, mais non, parce que les UX writers, moi, je veux les faire monter en compétence aussi sur la user research, parce que pour moi, en fait, tu fais justement l'UX writing, c'est pas juste l'écriture, et donc on est aussi sur les questionnements de quel doit être leur périmètre, sur quoi elles peuvent monter en compétence pour épauler les designers. Donc c'est ça. Moi, en fait, c'est peut-être aussi du fait de mon parcours et du fait que je viens d'un peu loin dans dans la genèse, on va dire, du design. Et donc j'ai vu aussi ces métiers de ultra spécialisés du UX design. Chez IDEAN, on a même des UX strat, on a des UI designers, on a des brand designers. Donc j'ai assisté à toute cette ultra spécialisation et en même temps en parallèle à ce métier de product designer qui a émergé et sur lequel on demande à la personne de faire en fait des métiers qui peuvent être 4 ou 5 métiers différents en agence. Donc je vais pas moi demander à ces personnes-là d'être immédiatement bonnes partout et de savoir tout faire. Et je sais très bien qu'il y a des appétences et pour moi il faut le prendre en compte. Mmh. Avant qu'on termine, parce que je t'ai déjà pris pas mal de temps, j'ai l'impression que l'UX Writing, ça devient quelque chose qui est de plus en plus important. On en parlait tout à l'heure. Tu vas participer à une table ronde autour de ce sujet. Tu vas recruter pas mal d'équipes. Est-ce que c'est un nouveau sujet qui te passionne ou est-ce que c'est quelque chose dont tu découvres l'absolue nécessité aujourd'hui dans ton travail ? J'ai envie de dire les deux. C'est-à-dire que d'un côté, je trouve ça passionnant effectivement d'arriver dans une équipe où on doit structurer toutes ces méthodes-là qui sont encore assez nouvelles en France. Et du coup, il y a plein de choses à faire. Et donc ça, c'est top parce que du coup, ça veut dire que moi, j'arrive et avec les UX writers, on essaye de structurer ça, de voir quel est le meilleur process. Donc ça me fait un nouveau sujet, on va dire, qui est très différent d'autres choses que j'ai pu faire. Et après, que je suis persuadée que ça apporte effectivement et que ça apporte énormément à l'équipe. En fait, moi, je crois beaucoup à la complémentarité des profils. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, quand je me dis que j'ai des personnes qui sont plus sensibles aux mots et d'autres qui sont plus sensibles au visuel et d'autres qui sont plus sensibles à l'humain tout simplement et à ces problématiques, et ben je me dis là, ok, j'ai une super équipe et en fait, c'est en travaillant ensemble qu'ils vont nous faire un super produit en fait. Tu vois, j'ai tendance à pas essayer de mettre trop les gens vraiment dans des cases, mais plus à comprendre en fait leurs forces. Et en me disant, un designer peut aussi très bien avoir des forces ou aimer écrire, être capable de faire des super de la super microcopie ou autre. Et donc ouais, c'est ça en fait qui, à mon avis, moi mon rôle en tant que responsable d'équipe, c'est vraiment ça, c'est de repérer quelles sont les forces et les envies de chacun pour que ça crée un produit de qualité à la fin. Mais j'ai vraiment l'impression en fait que c'est ce qui ressort de notre discussion sur ton rôle chez Open Classroom, qui est de faire monter tout le monde, de faire progresser les gens et de les aider en mettant du process. Parce que ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'ai toujours travaillé comme ça. Et chez IDEAN, j'ai poussé déjà énormément et puis parce que moi j'aime apprendre, donc j'adore en fait quand mes équipes elles font des workshops et moi je suis présente et moi j'apprends des nouveaux trucs et donc du coup je trouve ça super chouette. C'est trop cool.
Écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à la question de la fin maintenant que tu nous as raconté tout ton parcours et comment ça se passe chez Open Classroom et qu'on a déjà pris le rendez-vous pour l'année prochaine pour savoir comment se passe le learning design. Yes. C'était une question que je t'ai posée, que je t'ai demandé de préparer en avance parce que je sais qu'elle est assez pénible à répondre comme ça d'un coup. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander qui pourraient aider les auditeurs du podcast ? Yes. Du coup, comme on a parlé de plusieurs domaines, j'ai déjà des ressources sur les design systems, donc je sais que tu vas en partager certaines. Mais il y a le livre d'Ala Kolmatova sur le design system. Moi, ça a été vraiment une révélation encore pour moi sur la pensée par composant et le spécifique, le générique, comment un composant s'intègre dans un système, etc. Enfin, j'ai adoré ce livre. Les autres ressources, c'est tous les articles de Nathan Curtis. Je veux dire, en fait, si les personnes savent lire en anglais, il vaut mieux qu'ils aillent voir les articles de Nathan Curtis que les miens. Et par contre, s'ils préfèrent le français, ils peuvent aller voir les miens. Mais pour moi, c'est la référence. Enfin, il a fait vraiment plein d'articles de qualité sur le sujet. Et puis après, il y a peut-être la communauté Design System France, pour ceux qui, je crois que toi t'en fais partie aussi. J'en fais partie, oui. Pour ceux qui veulent rejoindre des passionnés de design system, qui veulent échanger sur des tips très pratiques, etc. Je trouve que c'est une belle communauté, il y a un bon état d'esprit, donc c'est un Slack. Je pense qu'il faut faire la demande si on veut le rejoindre. Donc ça, c'est plutôt pour ce qui est design systems. Je me permets de te couper, vu tu vas passer à autre chose. Pour le design system, je recommande aussi le livre sur lequel tu as participé, d'Aidian. Oui. On en a parlé tout à l'heure. Moi, j'en ai lu une partie. Il est très long, mais il est très très bien renseigné. Il y a beaucoup d'informations dedans, et du coup, je le recommande et je le mettrai aussi en lien. Et puis j'avais mis des exercices pratiques à faire dans le process de la conception, on va dire, du design system. Donc moi, j'étais très très fière. C'était mon dernier coup chez Aidian, et j'étais vraiment très fière de ce bouquin. Il est vraiment cool. Et donc après, tu m'as posé la question sur les podcasts. Du coup, sur les podcasts, moi j'écoute le tien de temps en temps, quand il y a des personnes soit que je connais ou j'ai envie d'entendre un peu. J'avais notamment écouté celui de Nico et puis celui de Sophie. Et puis sinon, dans les podcasts, j'ai mis un podcast qui s'appelle Vlan, qui est pas du tout tourné design, mais qui est plus généraliste que ça, mais que je trouve hyper inspirant. Et en fait, il va aller interviewer des personnes, tu vois, ça va être par exemple Abdel Malik, le chanteur, ou Antoine de Maximi qui a fait J'irai dormir chez vous. T'as Geoffrey Dorn aussi qui a fait un épisode plus sur le design. T'as Pénélope Bagieux. Donc, ce que j'aime, c'est que justement, ça va toucher à différentes disciplines et je le trouve inspirant, justement, pour pas rester juste sur design, que nos problématiques de design à nous. Bien sûr. Et puis en livre, j'étais pas très inspirée, mais du coup j'ai mis un livre qui est pas vraiment sur du design, mais que j'ai adoré, qui s'appelle Le pouvoir des habitudes, de Charles Huyghe. Je sais pas comment ça se prononce. J'essaierai de le retrouver. Ouais, tu le retrouveras, et c'est un petit livre jaune, et moi quand je l'ai lu, j'ai trouvé génial sur les mécaniques d'habitude, sur comment notre cerveau est conditionné, sur certaines boucles d'habitude, comment changer ces boucles d'habitude. Et même nous, en tant que designer, je trouve que c'est hyper intéressant de se pencher sur des problématiques comme ça. Super. Est-ce qu'on en a d'autres ? Non, je pense que, si tu penses que c'est suffisant, ça fait déjà pas mal de ressources. Bien sûr. Si les gens veulent te contacter est-ce qu'on les renvoie vers LinkedIn, Twitter LinkedIn, je suis très active sur LinkedIn. Twitter un peu moins, mais je réponds quand même. Ouais. Ça marche. Cool. Et écoute, Audrey, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé sur cette conversation. Et puis, à très bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.